Nous accueillons maintenant Rodrigue Gaego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue Gaego. Bonsoir Samuel et bonsoir à l'honorable Bossolet Obekou. Bonsoir. Je suis ravi de le retrouver et à mon cher frère Constant Lemou. Et bonsoir également aux téléspectateurs. Nous étions en train d'évoquer donc le Ghana, cette nouvelle descente de la police et de l'armée chez les séparatistes avec 81 arrestations. La question de l'indépendance ou de la sécession de la partie orientale du Ghana sous le nom de Togoland occidental, c'est ce qui a mené donc la police à opérer cette opération qui a permis d'arrêter jusque même au meneur Charles Komikou Djodji, 85 ans, qui lui, quand même en raison de son âge, n'a pas été mis aux arrêts et ces personnes vont être présentées à la justice. Ça va faire taire cette revendication. Il faut rappeler que c'est la deuxième fois qu'il y a cette descente-là, parce qu'en 2017 déjà il y avait une descente, mais ça n'a pas calmé les ardeurs. Vous savez, lorsque quelque part les revendications sont légitimes et que c'est compris également par les autorités, je pense que c'est une affaire d'ailleurs qui est pendante devant les tribunaux du pays. Et donc, cette descente, c'est juste un peu pour dissuader parce qu'ils estiment avoir appris qu'il y aurait une formation pour des jeunes qui devraient faire office de police ou de gendarme, j'en sais rien, pour la Nouvelle République. Mais cette descente, les autorités ghanéennes savent que ça ne va pas calmer les ardeurs. Il faut partir de la cause. Qu'est-ce qui a amené les gens à décider d'avoir une certaine autonomie pour devenir un territoire, une république en bonne et due forme? Vous savez qu'il y a plus de 10 ans, même en matière d'infrastructure routière, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Vous ne pouvez pas quitter Aflao pour prendre la route de Keta, par exemple. Vous ne pouvez pas. Donc, c'était difficile. Même sur le plan santé, non, il n'y avait pas. S'il faut véritablement se faire soigner, il faut déjà aller vers haut ou dépasser encore Saint-Thierry et les autres. Donc il y a une sorte d'injustice sociale qui a un peu maintenu ou un peu enclavé les populations de cette zone-là. Et pour, à l'époque, les études secondaires, il faut déjà commencer par aller... La seule école supérieure à l'époque, c'était l'école de... Ils appellent ça Polytechnique School. Donc c'était ça l'école supérieure à l'époque. Et pour aller à l'université, il faut aller dans le fait fond du Ghana, Kepco, Sakra et les autres. Donc, c'est une zone délaissée. À un moment donné, c'est en période électorale qu'on vient narguer les gens. Les gens votent et puis basta, ils disparaissent. Et donc, il y avait... Même à l'époque, Police Station, c'était pas trop ça. C'est ça qui avait favorisé un peu les commerces illicites de certains produits prohibés à l'époque entre le Togo et le Ghana. Et ça avait enrichi un peu le long des frontières. Et je suivais quand mes prédécesseurs parlaient de la séparation, même de la division des familles. Vous savez que actuellement même, quand vous allez à Batchoumé, vous avez Batchoumé Togo, Batchoumé Ghana, et les deux localités ont un seul chef, qui est un médecin. Un seul chef. Donc, ce qui voudra dire que c'est un problème, pas un problème réel, et qu'il ne faut pas chercher à régler avec des problèmes. C'est au début de cette réalité que rapidement on a essayé de rafistoler un peu la voie qui est d'ailleurs dégradée une fois encore par endroit allant vers Keta, et qu'on a essayé de doter la localité de centres médicaux de santé un peu qualifiés de renom. À l'époque, vous avez besoin par exemple de poches de sang, il faut aller à Accra, il faut aller là-bas. Donc, même chez nous, ici à côté, dans le sud, si les parents des familles séparées, ceux qui sont restés au Togo, veulent aller de l'autre côté, veulent aller au Ghana, à Aflao ici, ils ne l'appellent pas Ghana, ils vont à la maison, soit ils vont au champ. C'est un peu ça. Mais s'ils disent qu'ils vont au Ghana, vous allez entendre parler de Mille Yiguin. Là, ils vont au Ghana. Voilà. Donc, c'est un peu cette injustice-là qui a amené les gens à décider, vous nous traitez ainsi parce que vous reconnaissez que nous ne sommes pas citoyens ghanéens, que notre territoire n'est peut-être que ce qu'on peut appeler gage. Un peu, voilà. Donc, dans ce cas, comme nous n'avons pas non plus envie de retourner au Togo, alors là, nous voulons l'indépendance. Voilà un peu la situation. C'est ce genre d'injustice sociale qui permettent à ces mouvements de sécession de naître d'abord et de grandir dans le temps. Oui, et puis ils grandissent
en sensibilisant les populations. Et ils font tout pour qu'on puisse le suivre. Et je vous dis aussi, il ne faut pas perdre de vue cette situation, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord au sein même de cette communauté et avec les mouvements, le mouvement sécessionniste. Donc, c'est tout un problème à régler et moi je crois que il va falloir, si c'est par la condition sociale qu'il faut régler ce problème, peut-être, mais je le dis et je le répète, ça serait très difficile qu'il y ait un État entre le Togo et le Ghana actuellement. Et là, pour résoudre véritablement ce problème, il faut quand même la justice sociale. S'il y a la justice sociale que les gens se soulèvent, je crois que cette piste-là, de pouvoir doter cette région des infrastructures et comment par rapport adéquates comme les autres parties du Ghana, ça serait quand même peut-être une avancée. Et je rappelle aussi, quand vous prenez par exemple la route, quand vous prenez Atakwame jusqu'à Daïkonta, Badou Dindi, qui est le village frontalier avec le Ghana, la route est très bonne présentement, très bien faite, et la route est très bien faite, mais à partir de Badou Dindi jusqu'à Rokwe, mais c'est comme on roule dans un champ d'ignorance. Donc voilà les réalités qui poussent les gens à revendiquer leur identité ou leur autonomie. Mais comment ça peut s'expliquer? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau même ce qui était de la Gold Coast avant de devenir le Ghana avec l'ensemble du Togo, on a un certain complexe de supériorité par rapport à cette partie du Togo-là? C'est bien vu parce que si pendant longtemps, depuis les indépendances, la partie est du Ghana a été délaissée, évidemment, ces populations se sont vues diminuer au fil des années, parce que quand les autres zones évoluent sur le plan éducation, santé, infrastructure de tous ordres, la partie est restée pratiquement sans aucune mesure ou sans aucun plan de développement. Alors c'est évident que la partie Gold Coast, les populations, dans cette partie, les populations se sentent supérieures, à ces populations délaissées dans la partie Est. C'est bien normal. Mais je rappelais que jusqu'à présent, l'Organisation des Nations Unies reconnaît le droit au peuple à l'autodétermination. Donc cette partie du Ghana, quand bien ce sera difficile, parce qu'actuellement, la chefferie traditionnelle qui a un grand poids dans la culture ghanéenne, dans la politique ghanéenne, cette organisation sécessionniste n'a pas encore l'adhésion des autorités traditionnelles, les chefs traditionnels. Mais je crois que si la lutte est maintenue, ça ne saurait tarder. Parce que les chefs n'ont aucun intérêt à continuer à protéger ou défendre cette zone du pays et maintenir les populations dans la pauvreté, alors que c'est une zone très riche, bien exploitée, qui contribue énormément au PIB du Ghana, mais qui sert à développer. Attention, le Ghana est deuxième exportateur mondial du cacao. Et cette zone, c'est la zone productrice du cacao. Alors ça veut dire que ces populations ne profitent pas de leurs efforts réellement. Ça profite plutôt à une autre zone. Il y a de fortes chances que cette lutte puisse aboutir, même si ça viendrait un peu plus tard. C'est très important. Même les zones pétrolifères, ce n'est pas évident que cette zone n'ait pas du pétrole, surtout dans la partie extrême sud, et surtout au niveau de la mer. C'est bien possible que cette zone puisse avoir des potentialités économiques importantes, et il suffit d'un soutien, un peu de poids, et puis ces populations vont rapidement évoluer vers l'autodétermination. Et surtout, moi, ma crainte, c'est que ça ne aboutisse pas à des luttes armées. Parce que quand on commence déjà par parler de milices, et que c'est pour ça d'ailleurs que la descente a été faite la fois passée, bon, c'est quand même inquiétant. Et puis, l'une des accusations que la région porte sur les autorités, c'est aussi la carence dans la promotion des cadres du milieu. Ça,
ça leur tient à cœur. À part un peu Rollins, qui était un peu issu de cette zone-là, il y a vraiment de cadres, de ministres. Il y a une situation un peu politique. Quand vous prenez par exemple le NDC a ses racines dans la région de la Volta. Et pour Rollins et tous ceux qui ont été présidents à partir avec le NDC, c'est ça qui d'ailleurs avait soulevé le fait qu'on disait qu'en période électorale, il y avait des populations, enfin des Togolais, qui retournaient dans leur maison au Ghana pour voter. Et idem pour des Ghanéens, c'est-à-dire, puisque c'est la même famille, qui reviennent au Togo également pour voter. Donc, il y a une forte popularité là-bas pour le NDC. Et sur le plan de promotion des cadres, c'est un réel problème. Vous savez, même vous prenez les customs, tout ça aujourd'hui, les hauts gradés parlent comme un Tui. Il faut parler Tui. On a tendance à croire que Tui devenait une langue officielle dans le pays. Et donc, qu'est-ce que ceux-ci ont fait? Ils ont réussi à envoyer, même si c'est pour aller jouer au domestique et tout, de l'autre côté à Gain, à Koti, à là où il y a l'exploitation de l'or, tout ça. Mais ils ont vu à peu près tout ce que les autres là érigent, tous les moyens qu'ils ont à leur possession, alors que ceux-ci, ils sont aussi potentiellement riches. Donc l'injustice, là, on les a résumés un peu au travail de la pêche. Leur situation, c'est la mer. Aujourd'hui, la mer ne donne plus. C'est ça même qui a amené les gens à réfléchir et à se dire, mais attention, nous n'avons plus rien. Ça nous échappe. Donc il faut prendre le contrôle. Mais je sais également qu'il y a un rôle sous-marin quelque part qui se joue. Et je vais peut-être parler d'offres. Si, je suis d'accord avec mon frère Constant tout à l'heure, si l'offre passe, je suis sûr. Puisqu'aujourd'hui, normalement, c'est une portion de terre qui devrait être depuis rattachée au Togo. Parce que le temps qu'il fallait garder ça un peu... On a parlé de 100 ans, je pense que c'est pas encore écoulé. Bon, je ne sais pas si c'est les historiens qui vont nous situer sur ça. Oui, tu sais, 100 ans, il y a eu des pays qui étaient dans la même situation, mais avec ce soulèvement, ils sont arrivés à bout de leur lutte. Prenez par exemple le Soudan du Sud aujourd'hui. Prenez, on joue un grand rôle là-bas. Et quand vous prenez, il y a aussi l'Angola qui fait face au même problème avec l'enclave de Cabinda. Et eux aussi, je crois qu'ils sont dans ce processus-là. Et eux, le danger à l'époque ou actuellement avec l'Angola, c'est que ceux-ci ont réussi à avoir des armes. Je pense que c'est ce que le Ghana veut éviter en faisant régulièrement. Mais pour moi, c'est un peu qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Pourquoi? Parce que s'il y avait véritablement des armes, des preuves palpables, on n'allait pas libérer sous caution le cerveau, le vieux qui est... Mais vous savez, on a allé dans les prisons, vous allez trouver des gens de cet âge-là. Donc, pour moi, et puis, d'ailleurs, ce procès qui est reporté au 22 mai, entre-temps, beaucoup de choses peuvent arriver. En 2017 et en 2017, c'était aussi pareil. Mais après, ils ont fini par libérer les gens, puisque l'affaire est pendante devant les tribunaux. Dès lors que la justice a pris le dossier en main, mais ça devient une autre affaire. Donc, je pense que le Ghana doit faire... il faut peser le pour et le contre et reconnaître qu'au fait, ils ont prêté le flanc à cette situation. Ils ont créé la situation. Malheureusement, c'est devenu incontrôlable. Nous passons maintenant au second sujet, c'est le Zimbabwe. Des véhicules et du matériel agricole appartenant à l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe vont être vendus aux enchères pour éponger la dette d'une de ses fermes réclamée par un créancier, selon une annonce publiée jeudi dans la presse locale. Sur instruction de notre cher client, nous allons vendre lors d'une vente aux enchères des véhicules et de l'équipement agricole à la laiterie Gushungo, samedi, a annoncé la maison de vente aux enchères Rudy Auction. Parmi les véhicules proposés figurent notamment 4 gros pick-up, une berline de marque Mercedes, des moissonneuses batteuses, 10 tracteurs ou encore un bulldozer. La laiterie Gushungo appartient à Robert Mugabe qui a dirigé le pays pendant 37 ans. L'ancien homme fort, aujourd'hui âgé de 95 ans, a beaucoup de fermes agricoles alors que la loi l'interdit et n'autorise à posséder pour les dirigeants pas plus d'une seule ferme. Mais Bosoleil Obekou, un Robert Mugabe endetté, c'est quand même difficile à imaginer. Non, mais ce n'est pas aussi une surprise. Parce que, étant au pouvoir, s'il n'a pas bien géré ses ressources et ses avoirs maintenant, et qu'il est en difficulté, moi je crois que c'est de bonne guerre que l'on puisse saisir ses biens et les faire vendre aux enchères pour pouvoir
pour les créanciers, pour que les créanciers puissent récupérer leur dû. Donc, ce n'est pas moi, ça ne me surprend pas, et cette situation arrive. Ça arrive souvent à ceux qui se croyaient très riches, alors que en dessous, ils ont creusé des trous. Et ça n'arrive que quand on est venu aux affaires, alors que on utilisait peut-être les moyens de l'État pour pouvoir gérer ces fermes agricoles, tout ça. Donc, je crois que c'est normal qu'on puisse saisir les biens et vendre pour que on puisse payer ses dettes. Donc, moi, ça ne me surprend pas, parce que ça arrive souvent. Qu'allez-vous soumettre quand même un ancien président d'abord, et puis un vieux de 95 ans à cela, c'est pas très sérieux non plus. C'est un problème économique. Comme l'honorable l'a dit, il peut être vrai que Robert Mugabe confondait l'économie du pays, le trésor zimbabwéen à sa poche. Donc lui-même n'avait pas constitué son propre empire financier, son propre empire économique. La ferme dont on parle, quels sont ceux qui travaillaient là, dans cette ferme? Qu'est-ce qui finançait cette ferme? Il faut aller chercher. Mais je ne suis pas aussi convaincu que Robert Mugabe soit endetté. Je pense beaucoup plus à une stratégie économique pour s'éviter certaines poursuites à la longue, en se débarrassant de ces fermes, de ces structures économiques qui peuvent se révéler plus tard ou un jour des preuves pour qu'ils soient poursuivis pour peut-être des crimes économiques, des détournements éventuellement. Je pense que bon, ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut bien être une stratégie. Je ne crois pas que Robert Mugabe soit aussi endetté au point de vendre ses biens pour rembourser les dettes. Je rappelle que son successeur Mnangagwa n'est pas un opposant à Mugabe. Il n'est pas un opposant à Mugabe. Son ancien il est son produit pur et dur. Et je ne crois pas que Mugabe se trouve vraiment en situation économique difficile au point de vendre ses biens. Rodrigue, la thèse de la dette, ça convainc? Non, c'est un théâtre, c'est une pièce théâtrale. Vous savez, d'ailleurs, quand vous lisez le test laisse beaucoup de couacs. Quand on vous dit qu'il possède plusieurs fermes, on n'a pas d'abord parlé de faillite. On dit qu'il faut rembourser un créancier. Il faut vendre aux enchères. Il a plusieurs fermes. On n'a pas dit qu'il y a baisse de taux de productivité. Et donc, on n'a pas parlé de grève du personnel. On parle de non, c'est une stratégie, juste comme l'a dit Constant tout à l'heure, pour éviter, il faut commencer par, comment dirais-je, peindre en blanc les coins noirs, pour donner un peu de lumière, pour qu'on ne dise pas que c'est une maison claire, une maison obscure. Donc, c'est un peu ce qui se fait. Ou soit, il y a aussi une autre possibilité, peut-être qu'il se croyait tellement roi qu'il s'est laissé duper à tous les niveaux par sa Grèce. N'oubliez pas que Grèce, elle a vraiment fait fortune. Elle a fait main basse sur la plupart même des ressources du pays. Et donc, soit c'est une stratégie, peut-être qu'on se rend compte que ces fermes génèrent quelque chose à la dame et tout. Il faut l'asphyxier financièrement. Voilà. Maintenant, dans l'article, on n'a pas parlé du parc automobile de l'homme. On cite le nombre de pick-up, tout ça. Il y a ça dans pratiquement toutes les fermes que l'homme a. Et c'est ici seulement qu'on fait tout. Non, c'est une pièce théâtrale, je n'y crois pas. À passer tout ce temps au pouvoir, en Afrique surtout, sans contrôle, c'est lui qui décide de qui doit être payé, combien doit donner à celui-ci, combien doit donner à celui-là. Il a défié longtemps les États-Unis, il a défié longtemps beaucoup de puissances. On n'a pas pu les souffler et c'est maintenant qu'il part quelques mois après, on va dire non, il faut arrêter ça, on ne peut plus nous tromper. Ça, c'est juste une pièce théâtrale. Et puis moi, il faut souvent, je me dis qu'il faut être réaliste. Ce qu'il vient de dire, s'il a plusieurs fermes et qu'une ferme et il doit à un créancier, le créancier peut saisir une ferme. Moi, tel que l'article a été libellé, tel que l'article a été présenté, c'est que
c'est les véhicules qui se trouvent au niveau de la ferme qu'on veut vendre aux enchères. Ça peut arriver. Ça peut arriver que un créancier, ne riez pas. Moi, je parle de ce qui est possible de faire. Donc, si à part ça, il y a en dessous des gens font du théâtre ou quoi, ça c'est leur problème. Mais ce qui a été dit officiellement, c'est qu'il y a un créancier qui veut... Sur ordre de Robert Mugabe. Non, nous allons procéder. Oui, c'est ça. Le client dont tu parles là-bas, je ne sais pas si c'est pas une saisie. Ce n'est pas une saisie. C'est sûr, Robert Mugabe dit, tu me dois donc vendre mes véhicules. Non, je te dois. Oui, je te dois. Non, oui, je te dois. Donc, vends mes véhicules. Maintenant, là où il faut faire extrêmement attention dans les écrits, quand on va vendre tout ce beau matériel, la ferme va rouler avec quoi? Il y a quoi? Il y a quoi pour on vend aussi tous les matériels presque de la ferme, les batteuses. C'est les batteuses. C'est synonyme de création de chômage, puisque les gens vont retourner. Ces chauffeurs vont devenir quoi, par exemple? Moi, je dis que c'est possible. N'oubliez pas que même et son successeur même avait décidé de poursuivre même Robert Mugabe entre-temps. De saisir même ses biens, de ses avoirs, et ça a causé des réactions au niveau du pays. Donc, je vous dis que peut-être, moi je dis et je le réaffirme que ça peut être possible. Et n'étant pas du pouvoir actuellement, il est arrivé à certains présidents de la République, je ne veux pas citer leur nom. Quand on voit aussi un peu ce qui se passe des en anciens Angola, présidents qui ont des problèmes présentement, même en Afrique du Sud. Des anciens présidents ont des problèmes présentement, même sur le plan financier. Donc, ce n'est pas impossible que ça arrive à Robert Mugabe. Constant Lebon. Je pense que pour le Zimbabwe et pour Robert Mugabe, ce n'est pas un problème financier. Parce qu'il a quand même une retraite très dorée aussi. Très dorée. Une retraite très dorée. Si entre-temps, Mnangagwa avait décidé, entre parenthèses ou entre guillemets, de poursuivre Mugabe, de saisir ses biens, c'était pour fatiguer Madame Mugabe, qui posait des pots de bananes à Mnangagwa. Alors, il faut couper la fibre nourricière de cette dame qui peut faire mal au nouveau président à tout moment. Et je pense que cela milite en cette stratégie-là. Mais dire que Mugabe n'a pas d'argent au point d'être endetté vis-à-vis d'un créancier et vendre ses biens, non. Mais on l'a dit officiellement. Et pour sa communication aussi, ce n'est pas réel. Ça cause du problème par rapport à son image. Il n'a plus rien à perdre de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est une stratégie aussi politique qu'économique, mais beaucoup plus politique. Parce que ça le protège d'une certaine manière. Si on l'accuse d'avoir détourné les biens du pays, où sont ces biens? Et aujourd'hui, il est obligé de vendre ce qu'il a pour rembourser les dettes. C'est que cette accusation n'est pas fondée. De l'autre côté, du point de vue politique, si cette ferme était sous l'emprise de Mme Mugabe et qui nourrissait les organisations qui militent en sa faveur et qui peut, par cela, elle peut créer des difficultés au président actuel, je pense que les deux données conjuguées justifient que cette ferme, que Mugabe se débarrasse de cette ferme. En tout cas, dans tous les cas de figure, Rodrigue, c'est que Mugabe est devenu un simple citoyen. Non, mais pas un simple citoyen. Vous avez parlé tout à l'heure de retraite dorée. N'oubliez pas qu'avant que Mugabe ne cède, il y a eu des deals. Donc, à son âge, je ne vois pas Mnangagwa le bousculer. C'est beaucoup plus Grèce qui constitue une menace pour Mnangagwa que Robert Mugabe. Donc, il a même des privilèges. Hein. Il est bien, il a même des privilèges. Donc, ça, c'est une pièce théâtrale. Je pense à Singapour, aux frais de l'État. Oui. Donc, non. Il ne dépense pas tout ce qu'il a détourné. Il ne dépense rien. Lui, il vit bien. Donc, non, c'est une pièce qui est mal ficelée, c'est mal écrite. Non, ça ne peut pas. Non, ça ne peut que. Moi, ça ne. Quand j'ai lu ça, ça m'a su. J'ai dit, mais depuis, ça fait combien? Ça doit faire une semaine ou quelque chose comme ça que c'est sorti. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais bon, entre nous, Mugabe, dans son parc automobile, il y a des véhicules
quand on vend un seul, ça peut regrouper tout ce qu'on veut vendre là-bas. Donc, si pour quelqu'un qui est réellement en difficulté financière, qu'est-ce qu'on vend? Non, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Donc ici, par exemple, là où je dis, quand vous lisez l'article, ça laisse beaucoup de couacs. Aujourd'hui, si réellement, tant est qu'un créancier, d'abord, le créancier, ça ne va pas, c'est un peu passer comme une lettre à la poste, parce qu'avant d'abord d'arriver à cette décision-là, ça voudra dire qu'il y a eu des tractations pour recouvrer les fonds, ça n'a pas marché, tout et tout et tout. Donc on est arrivé à une solution ultime, comme quoi il faut vendre, par exemple, ce qu'il faut aux enchères. Et quand on parle des enchères, ce n'est pas forcément au prix normal de la chose. Donc c'est un peu carrément une opération bradage des biens mal acquis. Voilà, oui, c'est une façon de... C'est éviter des ennuis. Quand on parle de créancier de Mugabe, il s'est endetté quand il était président. Il a prêté combien? Il a quitté le pouvoir. Il peut être président, mais je le dis aussi, peut-être que c'est la ferme est créée à la ferme dont on parle. Et quand on parle aussi de vente aux enchères, quelque part, ça, on a recours et ça fait référence à la saisie. On peut saisir, et c'est quand on saisit qu'on fait les ventes aux enchères. Pas sur recommandation de celui-là. Parce qu'il s'il y a saisi, c'est que lui, il n'a plus de pouvoir pour ordonner quoi que ce soit. Tel que l'article a été écrit, moi je dis, quand on parle de client, je ne sais pas si c'est réinsertion de notre chèque client. Nous allons vendre lors d'une vente aux enchères. C'est la maison qui s'occupe de la vente aux enchères. Voilà. Le client peut être le créancier. D'accord. On va aller à la pause tout de suite. On revient après pour continuer avec notre tour.